Je vois cette route, j'imagine Cécile marcher et d'un seul coup, elle disparaît comme par magie. Moi, j'ai imaginé tout de suite le pire. On n'est plus dans la disparition, dans le coup de tête, dans la fugue, on est dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Si ça se trouve, elle est vivante, si ça se trouve, elle est emprisonnée, si ça se trouve, elle est... Et du coup, tout reste toujours possible. Quelque part, quelqu'un sait. Forcément, quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Dimanche 8 juin 1997, en fin de journée à Saint-Jean-de-Maurienne. Cécile Valin est aperçue au bord d'une route départementale. Quelque part, c'est le point zéro de la disparition de Cécile Valin. Plus personne ne reverra cette lycéenne de 17 ans. La particularité vraiment de la disparition de Cécile, c'est qu'elle s'est volatilisée. Est-il possible que Cécile Valin soit partie de son plein gré? Elle n'a pas le profil d'une ado hyper rebelle, qui est en conflit avec tout et qui part, quoi. Les enquêteurs vont suivre de nombreuses pistes. Et celle d'une mauvaise rencontre est rapidement privilégiée. Mon intuition immédiate, c'est qu'il fallait chercher un homme et une voiture. Et si Cécile Valin avait croisé la route de Michel Fourniret? Est-ce qu'un jour, Fourniret va dire finalement Cécile Valin, c'est moi? Deux prêtres vont également retenir toute l'attention des enquêteurs. Il y en a quand même un qui est condamné pour des actes pédophiles, l'autre qui a un port d'armes. Ces deux-là ont exercé à Saint-Jean-de-Maurienne au moment de la disparition de Cécile. Et si la piste d'un proche avait été trop rapidement écartée? C'était pas évident, on avait 17 ans, on était tous sous le choc. Je réponds à chaque question une fois, deux fois, trois fois, même quand elles reviennent 10 fois. On ne peut disculper personne. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéry, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Depuis 23 ans, Jonathan Oliver se ressource le long de cette plage normande. C'est là qu'il repense à ce terrible lundi 9 juin 1997, où un coup de téléphone passé à sa fille Cécile a bouleversé sa vie. Cet appel-là est figé dans ma mémoire, dans ma tête, dans mon corps. J'étais à Béthune, dans un petit hôtel, pour faire un séminaire dans une entreprise. Je voulais parler avec Cécile. Cécile, 17 ans, vit alors avec sa mère, son beau-père, son frère et sa sœur à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. C'est Maryse qui a décroché, sa maman. Je lui ai dit, je voudrais parler avec Cécile. Elle m'a dit, Cécile n'est pas là. Elle n'était pas là quand on est rentré hier soir. Et l'appartement est plein de gendarmes. Et on ne savait pas où elle était. Alors là, c'était comme un coup de couteau dans le ventre. La maman de Cécile raconte alors à son ex-compagnon qu'en rentrant la veille au soir, le dimanche 8 juin, aux alentours de minuit, Cécile avait disparu.
Elle était partie en week-end avec son mari Jean-Paul et leurs 2 enfants. Et Cécile avait souhaité rester à la maison. Et quand ils arrivent à la maison est vide. Elle est nulle part, elle était censée rester à la maison pour travailler, réviser son bac, qui était une semaine après. Et donc, rien. Il rentre, rien. Cécile n'est pas là. Ils vont prendre le répertoire téléphonique personnel de Cécile, sur lequel elle note le numéro de ses copains. Et c'est son beau-père qui va passer un premier coup de fil à un ami de Cécile, qui va lui répondre qu'il ne l'a pas vue et qu'elle ne sait pas où elle est. Et ensuite, il va appeler chez le petit ami de Cécile, enfin, il va tomber sur la personne qui l'héberge. Et il se trouve que c'est une prof de Cécile qui héberge Jérémy, le petit ami. Nous, on venait de se coucher, je crois. Et le téléphone a sonné. Et c'est Jean-Paul que j'ai eu au téléphone et qui tout de suite m'a dit « C'est Jean-Paul, est-ce que Cécile est chez toi ?» Et là, je lui dis « Mais pourquoi tu veux que Cécile soit chez moi ?» Je lui dis « Mais non. » Il me dit « Mais il y a bien Jérémy chez vous ?» Je lui dis « Bah oui. » Je lui dis « Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Et il me dit « Mais on est rentré là de week-end et Cécile n'est pas à la maison. Donc j'ai pensé qu'elle pouvait être chez toi. » À 1h du matin, la maman de Cécile appelle les gendarmes. Puis elle part sillonner les rues dans l'espoir de retrouver sa fille. En vain. Le lendemain matin, à la première heure, elle se rend à la gendarmerie pour confirmer la disparition. Automatiquement, ils ouvrent une enquête parce que Cécile, elle a 17 ans, elle est mineure, donc une disparition de mineur, c'est de toute façon inquiétant et d'emblée inquiétant pour un service d'enquête. Cécile Valin, 17 ans, 1m65, yeux noisettes, cheveux châtains, a disparu. Moi, j'ai imaginé tout de suite le pire. C'était inimaginable qu'elle soit l'auteur de sa propre disparition. Il y a urgence à retrouver Cécile. Immédiatement, d'importants moyens logistiques sont mis en place. La brigade de recherche départementale de la gendarmerie de Savoie, des appelés du contingent, des brigades mobiles des villes environnantes et des pompiers ratissent la vallée de la Maurienne. Ils recherchent un peu partout, c'est-à-dire ils vont aller regarder à la gare si éventuellement elle a pris un train, ils vont interroger le personnel de la gare. Ils vont mettre en place effectivement des gendarmes à pied avec des chiens, donc des brigades cynophiles. Ils vont aussi avoir recours à un hélicoptère pour faire des survols aux alentours de Saint-Jean-de-Maurienne. Des plongeurs sondent les eaux de l'Arc qui longent la commune et un avis de recherche est diffusé. Cela fait maintenant 24 heures que Cécile Valin a disparu. Son absence au lycée ce lundi 9 juin 1997 renforce l'inquiétude de ses proches. Les importantes recherches menées par la gendarmerie n'ont rien donné. Alors les enquêteurs se penchent sur la personnalité de cette jolie jeune fille de 17 ans. Quel est son caractère? Quels sont ses goûts? Existe-t-il dans sa vie des éléments permettant d'expliquer sa soudaine disparition? Pour répondre à ces questions, sa famille et ses camarades de classe sont entendus. Cécile, c'est une très jolie jeune fille. Elle est belle, intelligente, sympa. On a envie d'être copine avec elle, quoi. Tous ceux qui la côtoient disent que voilà, elle a quelque chose que d'autres filles n'ont pas forcément. Une fille qui était à la fois sérieuse, sociable, sympathique. C'est un peu la fille qu'on rêve tous d'avoir, quoi. Quand on voit une photo de Cécile, on voit ce qui se dégage d'elle. On voit que c'est une jeune fille posée, avec un regard perçant et profond. Il y a une gravité en même temps dans le regard de Cécile. Elle a un regard profond, il y a beaucoup de grâce et il y a une gravité. Cécile est la fille de Maryse Valin et de Jonathan Oliver. Son père, anglais, avait déjà 2 enfants d'une première union. Dès le jour de sa naissance, j'étais le plus heureux des papas. Pour moi, il n'y a pas de demi. C'est une sœur entière, c'est une sœur, quoi.
j'en ai qu'une. Cécile a grandi en Normandie, au lieu-dit de Matan, dans une grande bâtisse. Mais lorsqu'elle avait 6 ans, ses parents se sont séparés. Cécile, elle n'était pas trop perturbée par cette séparation. Elle était d'une maturité étonnante. Depuis 3 ans, Cécile vit avec sa mère à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, à des centaines de kilomètres de sa Normandie natale. La famille occupe le logement de fonction du beau-père, qui est proviseur. Cécile vit donc dans le lycée, où elle étudie. Dans le lycée, tout le monde la connaît. Mais par contre, Cécile, elle n'en tire aucune gloire, aucun avantage. En classe de terminale littéraire, tous ses amis s'accordent à dire que Cécile est une élève brillante et une sportive accomplie, depuis qu'elle s'est découvert une passion pour l'escalade. Le mercredi après-midi, on allait sur les falaises proches. Et donc, Cécile, elle était avec les grimpeurs de la section et eux, ils y allaient le week-end. C'est dans ce groupe d'amis sportifs que Cécile a rencontré Jérémy, son petit ami depuis 2 ans. Ça avait l'air d'être une relation saine, parce que c'était des gamins qui avaient l'air sains. Et puis, voilà, ils avaient l'air effectivement très amoureux. Ouais. Quand Cécile disparaît, elle doit passer sa première épreuve du bac, la philosophie, une semaine plus tard. Elle était assez stressée à l'idée de passer le bac, mais parce que ça, c'était son côté bon élève. Il fallait qu'elle ait une mention. Donc elle avait mis toutes les chances de son côté. Elle avait bien plus révisé que moi. Elle avait fait des fiches. Voilà, ça, c'était son côté très sérieux. L'adolescente a déjà très envie de se lancer dans ses études supérieures. Elle a envie d'être prof de sport. Elle allait s'installer à Grenoble pour ses études, en coloc avec une de ses meilleures amies. On était en train de finaliser les démarches pour prendre un petit appartement à 2. Elle avait qu'une hâte, c'était de réaliser ce projet-là, parce qu'enfin, elle allait quitter le foyer familial. Et je pense que voilà, il y avait peut-être cette soif un peu de liberté, d'autres choses, de vivre sa vie à elle enfin, quoi. Parallèlement aux premières auditions pour cerner la personnalité de Cécile, les enquêteurs inspectent l'appartement de l'adolescente. Il n'y a rien. Il n'y a pas de traces de quelque chose, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a rien qui les met sur une piste plutôt qu'une autre. La chambre de Cécile est ensuite au cœur des investigations. Son bureau porte les traces des dernières révisions de la lycéenne. Elle semble quand même être partie de manière assez rapide. Elle a laissé toutes ses affaires sur son bureau, elle n'a pas méthodiquement tout rangé, tout plié, comme si elle avait prévu de longue date de quitter les lieux. Les gendarmes retrouvent le portefeuille de l'adolescente. À l'intérieur, son argent de poche est toujours là. 300 francs, soit 45 €. En revanche, ses papiers ont disparu. Elle est partie avec sa carte d'identité, sa carte bancaire et une attestation de sortie du territoire, qui est un document nécessaire quand on est mineur et qu'on souhaite partir à l'étranger. Les gendarmes apprennent que cette attestation avait été établie à l'occasion d'un voyage scolaire en Allemagne. Poursuivant leurs fouilles, ils saisissent l'agenda de Cécile ainsi que la couette de son lit. Pour voir si d'aventure il y a eu une relation intime avec quelqu'un qui pourrait après les intéresser pour l'enquête. Ces analyses-là, elles donneront absolument rien sur la couette. La perquisition ne permet pas de comprendre où est Cécile. La particularité vraiment de la disparition de Cécile, c'est qu'elle s'est volatilisée. Donc on n'a rien. On n'a pas de début d'accroche. Jean-Marc, nous sommes à côté du lycée où Cécile Valin vivait avec sa mère et son beau-père qui était proviseur. C'est également ici qu'elle suivait ses cours de terminale. Alors sa disparition est immédiatement prise très au sérieux par la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne.
Quels sont, selon vous, les éléments rapportés par ce début d'enquête qui rendent cette disparition particulièrement alarmante? Immédiatement, la personnalité de cette jeune fille. On l'a vu, Cécile est une jeune fille studieuse qui, à ce moment de l'année, n'a que pour seul objectif de passer et de réussir son baccalauréat. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait une fugue alors que 2 mois plus tard, elle allait pouvoir vivre sa vie de manière indépendante, en dehors du cocon familial, dans une colocation avec sa copine à Grenoble? Qu'est-ce que vous retenez des constatations effectuées lors de la perquisition du domicile de Cécile? Il y a 2 choses un peu différentes. D'une part, quand son beau-père et sa mère rentrent de week-end, ils trouvent l'appartement fermé à clé et aucun désordre à l'intérieur. Ce qui laisse donc penser que Cécile est partie de son plein gré parce qu'il n'y a aucune trace de lutte. Mais d'un autre côté, Cécile a laissé dans l'appartement son portefeuille avec de l'argent liquide, alors qu'elle est partie avec sa carte bleue, sa carte d'identité et une autorisation de sortie du territoire. Et je précise, Jean-Marc, que nous sommes à une 60aine de kilomètres de la frontière italienne. Oui, effectivement. Et si Cécile s'est rendue en Italie, ça va compliquer les choses parce que les enquêteurs ne pourront plus faire grand-chose de leur propre chef. Ils seront obligés de demander à leurs homologues italiens de procéder à des vérifications, à des auditions, à des constatations. Ça va compliquer le processus et ça va ralentir cette enquête. Mais Arnaud, ce n'est pas parce qu'il manque cette autorisation de sortie du territoire que Cécile est forcément en Italie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les cartes d'identité étaient des documents cartonnés qu'on pliait en 2 et à l'intérieur desquels on pouvait glisser cette autorisation de sortie du territoire. Ce n'est donc pas parce qu'il manque cette autorisation de sortie du territoire que Cécile est forcément en Italie. Il y a un élément qui n'est pas tout à fait anodin dans ce début d'enquête. Nous sommes en 1997 et à cette époque, peu de personnes possédaient un téléphone portable. Cécile Valin n'en avait pas, ses amis et ses parents non plus. Oui, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est vrai, les téléphones portables étaient extrêmement rares et on ne pouvait pas à l'époque retracer l'itinéraire de quelqu'un par le bornage de ce téléphone portable. On procédait donc autrement avec une technique plus classique, dite technique de l'escargot. On agissait par cercle concentrique, du plus près au plus loin du domicile de la disparue pour entendre des témoins afin d'établir le trajet suivi par le ou la disparue. Les gendarmes cherchent donc à retracer les dernières heures de Cécile. Qu'a-t-elle fait avant de disparaître? Avec qui était-elle? Un événement l'a-t-elle bouleversée? Les réponses à ces questions détermineront la suite à donner à cette enquête. Le week-end de sa disparition est un peu particulier pour Cécile, car exceptionnellement, la lycéenne est seule chez elle. Sa maman et son beau-père sont partis avec sa petite sœur et son petit frère à un baptême dans le sud de la France. Et à tout autre moment, Cécile serait partie avec eux. Mais avec l'imminence du baccalauréat, elle est restée à la maison pour réviser, travailler, préparer. Mais très rapidement, les enquêteurs apprennent que la jeune fille n'a pas fait que bachoter. Le samedi, vers 17h, Cécile a fermé ses cahiers et rejoint ses amis. Quand on a 17 ans et qu'on se retrouve, entre guillemets, subitement seul à la maison, on peut être tenté, c'est le mois de juin, il fait beau, on peut être tenté de se dire, bon voilà, je vais travailler, mais je vais peut-être aussi en profiter pour avoir un peu de liberté. Et elle va profiter, elle va quelque part abuser de cette situation, puisque sans le dire ni à sa maman ni à son beau-père, elle va inviter des copains dans l'enceinte du lycée, parce qu'il y a un mur d'escalade dans l'enceinte du lycée, pour faire de l'escalade le samedi après-midi. Parmi ses copains, Cécile convie Sébastien, un garçon auquel elle pense de plus en plus souvent. Elle fréquente Jérémy depuis 2 ans, fait de l'escalade avec lui, avec d'autres copains. Et puis, elle connaît depuis quelques semaines Sébastien, qui a d'autres copains. Et c'est un peu une autre bande. Jérémy, elle l'aime, mais son cœur bascule de plus en plus vers Sébastien. Sébastien, il est moins sage. Voilà. C'est ça qui l'attire, je pense. L'adolescent est également très séduit par la belle-fille du proviseur. J'ai été soufflé, Elle était fabuleuse. Elle rayonnait tellement, c'était dur de passer à côté. Bon, je suis tombé amoureux assez rapidement, mais bon, elle était d'une beauté naturelle qui vraiment était toute particulière. Ouais.
Après 2 heures d'escalade entre 18h et 20h avec Sébastien et 3 autres amis, Cécile décide de les inviter à dîner. Il y a moi, Karim, Mathias et Benoît. Donc on était 4, 5 avec Cécile. Cécile est la seule fille, il n'y a que des garçons. Il n'y a pas son petit ami officiel du moment qui est présent. Forcément, on a bu un peu d'alcool, on a écouté de la musique. C'était juste une soirée entre potes comme ça et c'était bien. C'est pas une soirée de débauche absolue, hein. On vient avec un peu de bière, avec une petite bouteille de vin, on décide de se faire des pâtes, on va regarder après une cassette d'un film avec Travolta. Enfin, voilà, c'est vraiment la petite soirée entre copains, on discute, on s'amuse. Au cours de la soirée, Cécile et Sébastien s'isolent dans la cuisine. On s'est regardé pour de vrai et puis c'est arrivé comme ça. Ouais, c'était un beau moment, c'était très tendre, c'était bien. Un baiser à l'abri du regard des autres. Puis, la petite fête se poursuit jusqu'à 3h du matin. Chacun est rentré chez soi. Moi, j'étais dans l'extase la plus totale. Et je sais pas trop où ça va mener, mais je suis content. J'ai atteint le Graal, voilà. Les gendarmes savent maintenant que la jeune fille a bien profité de l'absence de sa mère et de son beau-père. Selon les premiers témoignages, elle a dormi seule dans l'appartement familial après le départ de ses amis. Il faut maintenant établir ce qu'a fait l'adolescente le dimanche en attendant le retour de sa famille. Ce dimanche 8 juin 1997, Cécile a des états d'âme. Elle aime Jérémy, mais elle est en train de tomber amoureuse de Sébastien. Elle a embrassé Sébastien. Donc elle se dit, j'ai peut-être fait une grosse bêtise. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait bravé 2 interdits la veille. L'interdit d'abord d'organiser une soirée chez son beau-père et chez sa maman, et le deuxième interdit qui est celui d'avoir trompé son petit ami officiel avec Sébastien. À 10h45, la lycéenne appelle sa sœur Chloé. J'étais pas chez moi. Je vivais en coloc avec ma cousine, donc c'est ma cousine qui l'a eu au téléphone. Bonjour, c'est Cécile, est-ce que je pourrais parler à Chloé? Elle n'est pas là, et hop, voilà, c'est tout. Et elle a raccroché. Difficile de savoir ce qu'a fait Cécile ensuite. Une seule chose est sûre, Sébastien est revenu la voir en début d'après-midi. Je reviens, puis bon, voilà. Petite gêne s'installe quand même, puisque voilà, on savait très bien qu'on avait un petit peu dépassé une limite. Quelques minutes après l'arrivée de Sébastien, Cécile reçoit un appel de Kamel, son meilleur ami, son confident. Ce qui avait été prévu, c'est que je l'appelle pour éventuellement passer récupérer des CD que je lui avais prêtés. C'est un appel relativement bref. On échange très brièvement, puisqu'elle me fait rapidement comprendre qu'elle n'est pas seule. Sébastien va rester dans l'appartement tout l'après-midi. Les 2 adolescents jouent aux échecs. Le temps d'oser s'embrasser à nouveau. Vers 16h45, les 2 lycéens se séparent. Juste après, Cécile appelle sa meilleure amie Sandrine. Elle me dit que ça va pas, qu'elle se pose plein de questions, qu'elle est mal parce qu'elle se demande ce qu'elle va dire à Jérémy le lendemain, comment il va le prendre. Elle me demande de venir, et puis pour moi, c'est pas possible de venir. Enfin, voilà, je sens pas l'urgence, en tout cas, au téléphone. Cette conversation va durer une trentaine de minutes. Ensuite, Cécile appelle son père en Normandie. Il est alors 17h18. Elle m'a dit, pratiquement d'emblée, je suis embêtée parce que j'ai fait une fête à la maison. Alors, je me suis dit, mais alors, quoi, est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce que vous avez fait des bêtises? Non, 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 il n'y avait rien de spécial. Alors, je lui ai dit, écoute, Cécile, ne te soucie pas de cette histoire-là. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu te remets à réviser ton baccalauréat. Et elle m'a dit, justement, je vais m'y mettre. C'est resté
gravé dans ma mémoire. Les mots. Justement, je vais m'y mettre. Jonathan n'entendra plus jamais la voix de sa fille. Alors qu'a fait Cécile après ce coup de téléphone? S'est-elle mise comme promis au travail? Est-elle sortie? Pourquoi n'était-elle pas là au retour de sa mère et de son beau-père aux alentours de minuit? Personne ne peut encore répondre à ces questions. Négard, Cécile Valin a 17 ans au moment de sa disparition. Dans l'hypothèse où elle aurait fugué et qu'elle serait allée se réfugier chez quelqu'un, est-ce que cette personne qui l'héberge a l'obligation de prévenir les services d'enquête pour dire où est Cécile? De manière générale, on a la possibilité d'héberger une personne même portée disparue sans avoir à en référer au service d'enquête. Évidemment, la situation est différente lorsque celle-ci est mineure et que sa disparition jugée suspecte précisément du fait de sa minorité fait l'objet d'une enquête. Donc pour revenir à notre affaire, oui, toute personne qui aurait hébergé Cécile Valin aurait été dans l'obligation d'en informer les services d'enquête. Alors dès le lendemain de la disparition de Cécile, d'importants moyens logistiques sont mis en œuvre pour la retrouver. En revanche, aucune information judiciaire n'est ouverte. Dans quel cadre l'enquête commence-t-elle? En principe, une enquête ne peut être ouverte que lorsqu'il existe des éléments permettant de soupçonner la commission d'une infraction. Alors, dans le cadre d'une disparition comme dans notre affaire, on n'en est pas encore là, puisque par hypothèse, on ne sait pas si cette disparition a une origine volontaire ou suspecte. Alors le législateur a imaginé un cadre particulier, une espèce de pré-enquête, dont l'objet n'est pas de rassembler les éléments de preuve, mais d'essayer de déterminer les causes de l'événement pour vérifier si c'est d'origine criminelle ou pas. Et c'est seulement dans l'affirmative que les investigations se poursuivront sous forme d'une enquête ordinaire, voire d'une information judiciaire. À la suite de la diffusion de l'avis de recherche, des témoignages spontanés vont parvenir aux enquêteurs et permettre de mieux comprendre ce qu'a fait Cécile après avoir appelé son père. Et il semblerait bien qu'elle n'ait pas respecté sa promesse de se mettre au travail. 17h18, elle raccroche le téléphone après avoir dit à son père qu'elle partait réviser. Et 10 minutes plus tard, à peu près... Elle est aperçue à différents endroits dans Saint-Jean-de-Maurienne. Donc il y en a qui l'ont vue près d'une cabine téléphonique, près d'un bar. Il y en a d'autres qui l'ont vue à la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Tout ça dans des créneaux horaires qui sont plus ou moins compatibles les uns avec les autres. C'est le témoignage de Myriam, une copine de classe de Cécile, qui va particulièrement retenir l'attention des gendarmes. J'étais passagère dans une voiture et là... j'aperçois Cécile sur le bord de la route, qui marche. Il est 17h45 environ. Elle est vêtue d'un haut clair et d'un bas un petit peu plus sombre. Myriam précise que Cécile marchait seule et qu'elle n'avait pas de sac. Pour moi, elle marchait sans réel but. Du moins, c'est l'impression que ça donnait. Je suis étonnée de la direction qu'elle prend, du fait que ce soit la sortie de la ville et qu'elle se dirige plus vers une route nationale. Que faisait Cécile seule sur cette route, à la sortie de Saint-Jean-de-Maurienne, en direction de Chambéry? On ne peut pas se promener là. C'est à côté d'une route très passante, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de partie engazonnée. Enfin, c'est vraiment pas du tout pratique. À mon avis, elle est dans sa tête, elle va marcher n'importe où, elle ne réfléchit même pas où elle va. Mais je pense qu'elle marche au hasard pour se vider la tête. Le lieu n'est pas important, l'important c'est de marcher. Son visage me restera toujours en mémoire ce jour-là quand je l'ai vu. Et oui, préoccupée, ça reste vraiment le mot qui pourrait désigner son expression. On sentait la tristesse en la voyant. Pour matérialiser le point de disparition, les gendarmes marquent une croix rouge sur un platane qui borde cette route départementale. Quelque part, c'est le point zéro de la disparition de Cécile Valin. C'est-à-dire que c'est là où on la voit en dernier, vivante, seule, et qu'après, elle disparaît complètement. Un homme se rend alors spontanément à la gendarmerie. Il est persuadé d'avoir croisé Cécile à 2 reprises le jour de sa disparition. À 18h15, puis à 18h45.
Il la voit une première fois à l'entrée du village de Pont-à-Mafray, qui est une commune qui est après Saint-Jean-de-Maurienne, et une deuxième fois, environ une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, devant l'école de Pont-à-Mafray de ce même village. Pont-à-Mafray est un village situé à 2 km du domicile de Cécile. Un lieu qu'elle connaît bien, car c'est là qu'elle venait très souvent, sur une via ferrata, faire de l'escalade. Est-ce qu'elle se dirigeait vers ce mur d'escalade ? C'est possible, mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'avait pas emmené ses chaussons d'escalade, elle n'avait pas sa tenue. Et puis, a priori, il n'y a aucun témoignage de jeunes qui l'auraient vu arriver à ce mur d'escalade. Alors, où se rendait Cécile? Avait-elle un rendez-vous? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que personne n'a jamais dit « j'avais rendez-vous avec elle, elle n'est pas venue ». Je l'attendais, elle n'est pas venue. Voilà, ça, personne ne l'a jamais dit. Et pour autant, elle était décidée à aller quelque part. Les enquêteurs ont pu établir la liste des appels composés par Cécile quand elle était dans l'appartement familial, mais il n'a pas été techniquement possible de recenser les appels que Cécile aurait reçus le dimanche de sa disparition. On ne peut donc pas savoir si quelqu'un lui a téléphoné pour lui donner rendez-vous. Les recherches dans la région se poursuivent et les gendarmes, qui privilégient la piste du départ volontaire, envisagent toutes les hypothèses. La première idée, ça a été de se dire, bon, elle est peut-être partie faire un tour en montagne. Et puis, l'accident en montagne, c'est quelque chose qui existe toujours. Tout a été fait au niveau des recherches de gendarmerie, tout a été exploré, tout le moindre ravin. Mais c'est également au suicide que pensent les enquêteurs. Un acte que Cécile avait évoqué au téléphone le dimanche de sa disparition. Elle me dit, je vais me jeter du haut d'une montagne. Je vais me suicider. C'est ce qui est compliqué à entendre quand on le raconte maintenant, où ça prend des proportions comme s'il y allait avoir un passage à l'acte, alors que quand Cécile le dit, c'est de l'ordre du « je sais plus quoi faire ». Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Est-il possible que Sandrine n'ait pas compris l'appel au secours que lui lançait son ami? Difficilement envisageable, parce que elle était suffisamment posée pour connaître la chance qu'elle avait, elle s'estimait heureuse, elle cessait de le répéter, donc c'est pas cohérent. Cécile avait tellement de projets en cours, était tellement heureuse de vivre. Reste la piste de la fugue. Alors, cette hypothèse de départ volontaire de fugue, elle se heurte au témoignage de ses proches. Elle n'a pas le profil d'une ado hyper rebelle, qui est en conflit avec toute la société, voilà, et qui part, quoi. Pourquoi partir et comment vivre seule? Ces questions restent sans réponse. Toujours aucune nouvelle de Cécile. En vérifiant son compte en banque, les enquêteurs constatent qu'aucun retrait n'a été effectué. Or, ils savent que la lycéenne est partie sans argent et sans affaires. D'abord, les cartes bancaires, elles ne bougent pas, il n'y a pas de retrait, donc elle ne les utilise pas. À un moment donné, il faut bien qu'elle dorme quelque part, qu'elle mange quelque part. Elle a 17 ans, elle n'a pas l'habitude de partir comme ça. On peut se dire qu'au bout de 24, 48, 72 heures, il faudra qu'elle fasse appel à quelqu'un. Et ce quelqu'un, forcément, va signaler la chose. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus la fugue, ça tient de moins en moins. Mais la mère de Cécile a envie de croire à cette hypothèse. Elle enregistre un message destiné à sa fille sur le répondeur du domicile familial. Allô, Cécile. Tu sais ce qui se passe, c'est pas grave du tout. On t'attend. Tu rentres quand tu veux, tu nous laisses un message. Mais Cécile n'appelle pas. Une semaine déjà qu'elle a disparu. On attend un coup de fil, chaque appel, chaque sonnerie de téléphone, c'est on va avoir une nouvelle. Et si elle a vraiment voulu partir d'elle-même, dans tous les cas, le bac, elle ne peut pas le louper. Elle va revenir juste avant.
On a vraiment cet espoir, en fait. Il y avait une espèce de... presque un peu de fantasme de se dire elle va réapparaître dans la salle d'examen. C'est-à-dire d'un seul coup, celle qui on ne voit plus depuis 8 jours, va se pointer avec son cartable et va s'installer à son bureau pour faire son épreuve. Et ça, beaucoup de gens s'accrochent à ça. Arrive enfin le jour de la première épreuve du bac. C'est la philo, la matière préférée de la lycéenne. J'arrive dans la pièce où nos noms et prénoms sont placés sur les tables. Là, je cherche mon nom. Et au milieu de la pièce, je tombe sur le nom de Cécile. Je me rends compte que ma place est à côté de la sienne. L'épreuve a été une double épreuve pour moi. Cette chaise vide à côté de moi. Elle n'est pas là. Là, on se dit c'est grave. Alors là, ça, c'est une autre étape et là, c'est forcément, il lui est arrivé quelque chose. Là, on n'est plus dans la disparition, dans le coup de tête, dans la fugue. On est dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Jean-Marc, nous sommes à Pont-à-Mafrey, petite commune où Cécile a été aperçue par un témoin après avoir été vue le long de la départementale qui rejoint son domicile à ce village. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces témoignages? Oui, je crois que les témoignages qui situent Cécile dans ce secteur sont fiables, d'autant que l'un d'eux provient d'une de ses amies, Myriam, qui est en classe avec elle et qu'elle voit donc tous les jours. Elle ne peut pas se tromper. Et c'est une chance pour cette enquête, parce que dans beaucoup d'affaires de disparition, on recueille de très nombreux témoignages qui sont fournis de bonne foi, mais qui, hélas, sont très souvent erronés. Alors les enquêteurs ont très rapidement envisagé la piste du suicide. C'est évidemment une hypothèse qu'on a du mal à refermer quand il s'agit de disparition d'adolescents. Ouais, c'est une hypothèse bien sûr qu'il faut envisager, mais à laquelle les parents, les proches ne peuvent bien sûr pas croire. Mais dans notre affaire, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Tous les témoins décrivent Cécile comme une jeune fille plutôt gaie, plutôt enjouée, qui travaille bien à l'école, qui fait du sport, qui a un petit copain. C'est pas du tout le profil de quelqu'un de dépressif. Je remarque qu'il y a quand même cette phrase qu'elle prononce au téléphone à son amie Sandrine, « Je vais me suicider ». Ouais, mais je crois qu'il ne faut pas prendre ces mots au pied de la lettre. Ils sont prononcés à un moment où Cécile se sent coupable. La veille au soir, elle a invité chez elle des amis sans en prévenir son beau-père et sa mère. Et puis, elle est sortie avec un garçon qui n'est pas son petit copain habituel. Pour moi, cette phrase veut simplement dire « J'en ai marre, j'ai fait une connerie, je ne sais pas comment je vais m'en tirer ». On sait maintenant avec une quasi-certitude que Cécile est partie à pied de chez elle sans prendre ses affaires, sans argent liquide et qu'elle n'a pas utilisé sa carte bleue. Ouais, pour moi, ça signifie qu'elle est simplement sortie pour s'aérer la tête. Si elle s'est dirigée par ici, vers la Via Ferrata, c'est parce que c'est un endroit qu'elle aime bien, qui lui rappelle de bons souvenirs et qui lui permet de penser à autre chose, d'oublier ses petits tracas quotidiens d'adolescente. Quelques jours après la disparition, une information judiciaire pour enlèvement est ouverte. La piste criminelle est maintenant clairement privilégiée. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Chambéry se lancent sur la piste de la mauvaise rencontre. Et si Cécile, en sortant prendre l'air ce dimanche 8 juin 1997, en fin d'après-midi, avait croisé un prédateur? L'endroit où elle disparaît, c'est un endroit, j'ai envie de dire, propice à une mauvaise rencontre. Mon intuition immédiate, c'est qu'il fallait chercher un homme et une voiture. Elle était peut-être une proie facile. Il suffit d'une voiture qui s'arrête. Et des véhicules, ce dimanche 8 juin 1997. Il y en avait beaucoup à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y avait une foire à Saint-Jean-de-Maurienne, une foire d'exposition, stand, qui se tient une fois par an. Et c'était ce week-end-là. Donc c'est un événement qui brasse des centaines de personnes qui ne sont pas de la région, qui sont de passage. Autre chose renforce la difficulté du travail des enquêteurs. Il y a un très gros chantier à ce moment-là de prolongation de l'autoroute, qui est un chantier qui n'est pas très loin du tout de l'endroit où elle est vue pour la dernière fois. Donc qui dit chantier dit
dit ouvrier, dit beaucoup de passages, de brassages, de gens qui ne sont pas forcément déclarés. Les enquêteurs tentent de dresser la liste de tous les ouvriers qui travaillaient sur ce chantier de l'autoroute A43, sans parvenir à identifier un suspect. C'est alors que 2 témoins viennent signaler aux gendarmes une information très importante. Ils se souviennent d'un automobiliste au comportement étrange le jour de la disparition de Cécile. Ces 2 témoins viennent voir les gendarmes de leur propre chef pour leur parler d'un van qui est matriculé dans le département de la Haute-Garonne. Cette voiture-là, elle attire l'attention parce que notamment, il y a quelqu'un qui reste au volant. C'est un conducteur d'une trentaine d'années, de type méditerranéen, qui reste au volant et qui semble pas tendre. Les gendarmes, ils vont prendre ce témoignage-là très au sérieux, parce qu'on va se rendre compte qu'ils ont fait des recoupements assez incroyables pour essayer d'identifier à partir de tous les propriétaires de vannes de ce type en France, avec des immatriculations, des morceaux d'immatriculation, etc. Ils vont vraiment tirer sur ce fil parce que ils ont peut-être une impression que ça peut les emmener sur le bon chemin. En tout, près de 300 véhicules de type van vont être contrôlés. Mais aucun ne correspond au véhicule recherché. Cela fait 10 jours que Cécile Valin a disparu. Pour les enquêteurs, la piste du prédateur ne fait maintenant plus aucun doute. Comment Cécile a-t-elle été enlevée? Où est-elle? Est-elle encore vivante? Est-elle morte? Ces questions insoutenables obsèdent ses proches. On peut penser un scénario et dans la seconde qui suit, penser exactement autre chose. C'est-à-dire, elle est morte, elle est vivante. Donc c'est un truc, c'est juste une torture constante et c'est juste des trucs que horribles. Et en fait, c'est hyper lourd, c'est émotionnellement, c'est super dur, quoi. Et contre toute attente, c'est à près de 300 km de Saint-Jean-de-Maurienne que l'affaire va rebondir par l'arrestation d'un homme au profil plus que douteux. Le 18 juin, les douanes françaises arrêtent au niveau de Morteau, dans le Doubs, un homme, Jean-Marc Reiser, qui revient de Suisse. Et quand il fouille son véhicule, il découvre des choses plutôt inquiétantes. Un arsenal, des armes de poing, des photos de jeunes femmes endormies, dénudées. Et sur une de ces photos, il y a un visage, la photo n'est pas très nette et pas de très bonne qualité, mais il y a un visage qui, au premier regard, ressemble à Cécile Valin. Est-il possible que Jean-Marc Reiser ait enlevé Cécile Valin? Donc immédiatement, ils transmettent aux gendarmes qui enquêtent sur la disparition de Cécile. Ils leur disent, voilà, on a arrêté ce type, on est 10 jours après la disparition de Cécile. Dans sa voiture, il y a tout un tas d'éléments qui en font quelqu'un d'assez inquiétant. C'est alors que les gendarmes apprennent que cet homme âgé de 37 ans a déjà été impliqué dans une affaire de disparition. Il se trouve qu'il est le dernier à avoir vu vivante une jeune femme, représentante de commerce. Françoise Aumann a disparu en 1987, après avoir démarché Jean-Marc Reiser chez lui. Entendu à plusieurs reprises, l'homme a toujours nié être impliqué dans cette affaire. Mais pour les enquêteurs, le doute subsiste. Il y a donc urgence à savoir ce qu'a fait Reiser le jour de la disparition de Cécile Valin. Ils s'aperçoivent que le soir de la disparition de Cécile, le dimanche soir, il effectue un retrait de carte bancaire à Strasbourg, parce qu'il est originaire de Strasbourg, lui, et que donc il peut difficilement être en fin de journée le dimanche à Strasbourg et 1 heure ou 2 avant sur le bord d'une route à Saint-Jean-de-Maurienne, parce que là, il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres. L'homme a donc un alibi solide. Quant à la photo retrouvée dans le coffre de sa voiture, vérification faite, il ne s'agit pas de Cécile, mais de l'ancienne compagne de Jean-Marc Reiser. Quand Jean-Marc Reiser est arrêté en 1997, on ne connaît pas encore toute la dangerosité de cet individu. Quelques années plus tard, il va être condamné pour 2 viols et il est aujourd'hui mis en examen dans une affaire très médiatique puisqu'il s'agit du meurtre de Sophie Le Tan,
Selon vous, est-ce qu'il faudrait faire de nouvelles vérifications sur ce personnage qui, je le rappelle, a été mis hors de cause dans notre affaire? Si son seul alibi, qui est ce retrait d'argent effectué dans un distributeur automatique à Strasbourg le jour de la disparition de Cécile Valin, n'est corroboré par aucun autre élément, il est évident qu'il faut recreuser cette piste. On sait en effet aujourd'hui que Jean-Marc Reiser est un multirécidiviste, est un violeur multirécidiviste qui n'hésite pas à se déplacer, qui a sévi et à Strasbourg, dans l'est de la France, et dans les Landes. On sait également qu'il est poursuivi, comme vous l'avez dit, pour le meurtre de Sophie Le Tann, qui est une jeune femme de 20 ans, l'âge approximatif de Cécile Valin. Il serait donc tout à fait légitime que les gendarmes s'intéressent à cet homme qui a le profil de celui qu'ils recherchent pour la disparition de Cécile Valin. Les enquêteurs ont fait de nombreuses investigations pour tenter d'identifier l'individu qui aurait pu enlever Cécile Valin. Mais leur travail est rendu compliqué parce que le jour de la disparition, des centaines de personnes étaient de passage à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, d'une part, c'est difficile d'identifier et de retrouver tous les visiteurs qui se sont rendus à cette foire exposition. Et puis d'autre part, parmi tous ceux qui sont identifiables, les exposants et puis les ouvriers qui travaillent sur le chantier d'autoroute, il est difficile de discriminer ceux qui sont connus pour des affaires d'agression sexuelle. En effet, le fichier des délinquants sexuels n'existait pas en 2002. Ce fichier, aujourd'hui, permet d'aller beaucoup plus vite dans la détection des profils à risque. On a vu, Jean-Marc, qu'à partir de 2 témoignages indiquant la présence d'un van immatriculé en Haute-Garonne, les gendarmes se sont lancés dans des investigations très importantes. Vous avez enquêté sur des disparitions. On a l'impression que dans ces affaires, les recherches partent un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il existe une méthode spécifique à ce type d'enquête ? Contrairement aux affaires d'homicide où on a des protocoles d'enquête bien établis, gel de la scène de crime, intervention de la police technique et scientifique, intervention de la médecine légale, audition de témoins, recueil de témoignages, enquête de personnalité, en matière de disparition, on n'a pas de base de départ. Toutes les hypothèses peuvent être envisagées. Tous les témoignages doivent être exploités, même les plus invraisemblables. On ne peut refermer aucune porte, tout reste quelque part en suspens. Pour les proches de Cécile Valin, c'est une véritable torture. Chaque événement fait écho à son absence, les résultats du bac, le début des grandes vacances, la rentrée universitaire, tout cela sans Cécile, sans savoir ce qui lui est arrivé. Les semaines, puis les mois passent, sans aucun signe de vie de la lycéenne. Le 28 octobre 1997, soit 4 mois après sa disparition, c'est l'anniversaire de Cécile, ses 18 ans. Ça devait être la grande fête. Il y avait mon frère qui était à la maison, mon cousin, et j'ai fait faire un gâteau d'anniversaire. J'ai mis l'assiette à la place de Cécile. Ça ne servait à rien, mais c'était voilà, une façon de penser à elle qui, quoi qu'elle soit devenue, elle reste au quotidien dans ma vie. La maman de Cécile garde espoir de retrouver sa fille vivante. Et pour continuer d'y croire, Maryse Valin est prête à tout. Elle est entourée de médiums qui voient Cécile dans des lieux très différents et souvent éloignés de Saint-Jean-de-Maurienne. Ça peut paraître saugrenu parce qu'on a eu des témoignages. J'ai vu votre fille à La Rochelle, un autre médium, je l'ai vu je sais plus où. À chaque fois, c'est l'espoir qui revient. Parce qu'on a beau se dire non mais c'est des conneries, des médiums. Il y a quand même dans un coin de sa tête, on peut se dire et si c'était vrai? Un radiesthésiste localise Cécile, près de Nantes, à Vigneux de Bretagne. Alors, un ami de la famille s'y rend et fait du porte-à-porte à la recherche d'informations. Et incroyable, un médecin semble confirmer la vision du soi-disant voyant. Il a reçu dans son cabinet une jeune fille qui d'abord physiquement ressemble beaucoup à Cécile Valin. Des cheveux courts, des lèvres charnues, mais surtout un signe distinctif, bien particulier. Elle avait une cicatrice sous le sein droit. Et les gendarmes savent, dans le signalement de Cécile, qu'elle a effectivement eu une opération à cet endroit-là et qu'elle a effectivement une petite cicatrice. À l'âge de 3 mois, Cécile a été opérée pour soigner un problème de reflux œsophagien. Et si cette patiente du médecin breton était Cécile? L'homme est entendu.
Et son diagnostic est sans appel. La cicatrice sous le sein droit de sa patiente n'était pas le résultat d'une opération. Encore une fausse piste. On était nombreux à penser à Cécile et à rêver que d'une chose, c'est qu'elle soit vivante. C'est vrai que moi, j'ai rêvé qu'on se retrouvait, les retrouvailles, je les ai rêvées plein de fois. Je lui ai écrit des lettres, je restais vraiment en contact avec elle, quoi. Pendant longtemps, j'ai gardé ce rêve-là. Aussi parce que c'est l'espoir qu'elle va revenir, c'est l'espoir que elle est vivante, que quels que soient les traumas qu'elle ait pu vivre, bah voilà, on va se retrouver, voilà. Mais aucune piste, aucun indice sérieux ne permettent de retrouver Cécile. Le temps passe douloureusement. En 2000, cela fait 3 ans que plus personne ne sait où se trouve l'adolescente. La famille décide d'embaucher un enquêteur privé pour reprendre le dossier à zéro. Cet enquêteur est allé à Saint-Jean-de-Maurienne, il a rencontré l'équipe d'enquête. Il disait c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. En relisant tout le dossier et en confrontant les témoignages, l'enquêteur privé exhume à partir des centaines de procès-verbaux une piste jusqu'alors négligée. Celle d'un témoin qui a vu Cécile le jour de sa disparition. Il la voit monter dans une Peugeot 205 rouge qui est matriculée à Turin en Italie. Et quelques minutes plus tard, dans une station-service, ce témoin croise à nouveau Cécile, toujours dans le même véhicule rouge, assise à l'arrière, pendant que le conducteur italien fait le plein. Aujourd'hui désaffectée, cette station essence est située sur la commune de Pont-à-Mafray. On peut imaginer un prédateur sexuel italien qui vient chasser en France, pas très loin de la frontière, et qui après repart en Italie. C'était vraiment notre grand espoir. Tout le monde parlait de la 205 rouge. Alors, la 205 rouge, on l'a retrouvée, machin. Bon. Il y a eu pendant un temps infini des palabres entre les enquêteurs français et les enquêteurs italiens. Et puis finalement, les Italiens ont fini par donner aux Français un matériel informatique style disquette de l'époque, sur lesquels il y aurait eu toutes les Peugeot rouges immatriculées à Turin et leurs propriétaires, mais il y a eu une impossibilité technique ou une impossibilité d'exploiter cette disquette. Impossible donc d'identifier cette voiture et son conducteur. Donc ça aussi, c'est un autre énigme pour lequel on n'a pas des billes pour avancer. C'est vraiment frustrant. Négard, la famille de Cécile Valin a fait appel à un enquêteur privé. Ce dernier a eu accès à l'enquête menée par les gendarmes. Est-ce que les parties civiles, dans notre cas les parents de Cécile, ont le droit de transmettre le dossier d'instruction à une tierce personne? Non, Arnaud. Alors c'est vrai que les parties ont accès au dossier par l'intermédiaire de leur avocat, mais parce que l'instruction est secrète, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent des informations recueillies. Et à cet égard, la transmission du dossier à des tiers leur est interdite. Très concrètement, lorsque l'avocat récupère le dossier, il peut en transmettre une partie, voire la totalité, à son client, mais à la triple condition que le juge d'instruction en soit informé, qu'il ne s'y oppose pas et surtout que le client lui-même atteste qu'il ne transmettra pas à son tour les éléments du dossier à des tiers sous peine d'une amende de 10 000 €. Donc pour revenir à notre affaire, si les parties civiles pouvaient communiquer oralement au sujet du dossier d'instruction à un enquêteur privé, elles ne pouvaient en revanche pas lui transmettre le dossier physiquement. On l'a vu avec cette histoire de voiture immatriculée à Turin. Les enquêteurs français ont eu beaucoup de mal à obtenir des informations de la part de leurs homologues italiens. Comment concrètement s'organisent les coopérations internationales dans le cadre d'une enquête criminelle ? Alors là encore, comme souvent en matière pénale, il y a des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que d'une part, on a la souveraineté des États et de l'autre, on a la volonté que l'auteur d'une infraction ne puisse pas se réfugier de manière impunie sur un territoire. Donc il a fallu que les États s'entendent avec des accords bilatéraux ou encore des conventions d'entraide judiciaire. En pratique, un État requérant va demander à un État requis de procéder à des investigations sur son propre territoire. C'est ce qu'on appelle les commissions rogatoires internationales. Et cet État requis, s'il n'a pas émis de réserve au moment de la signature de l'accord, devra les réaliser. Les années passent sans qu'aucun élément ne permette d'élucider l'affaire.
Il faut attendre 4 ans après la disparition de Cécile pour qu'un nouveau témoignage vienne relancer les investigations. Et si finalement l'auteur des faits était de la région. Les gendarmes reçoivent la visite d'une femme qui vient leur dire bah voilà, mon ex-mari qui était psychiatre à Chambéry est décédé. Et quand j'ai vidé son domicile, sous son lit, j'ai trouvé, bon, il y avait des revues porno, mais il y avait surtout tout un tas d'éléments sur Cécile Valin. Une revue de presse, des avis de recherche. Pourquoi cet homme a-t-il gardé toutes ces années ces documents concernant la disparition de Cécile? Les gendarmes décident de se rendre au domicile du psychiatre. Sur un de ces avis de recherche, il y a un post-it avec une annotation, un prénom, qui est celui de sa fille, en fait, qui est barré. Bon, voilà, ça fait partie d'une bizarrerie, quelque chose qui interpelle un peu les gendarmes. Dans une boîte, sur un meuble, plusieurs chèques sont découverts. Émanant d'une femme qui avait été professeure de Cécile, au lycée justement de Saint-Jean-de-Maurienne. Coïncidence très troublante. Avec ces chèques, un lien matériel entre Cécile et ce psychiatre est donc établi. On aurait bien aimé que cette découverte elle soit faite du vivant du psychiatre, parce qu'on aurait pu lui poser les questions. Mais bon, il est parti dans la tombe avec son secret. Est-ce qu'il a nourri une obsession sur elle post-disparition, ou est-ce qu'il est pour quelque chose dans sa disparition? En tout cas, on n'a rien trouvé de plus. L'enquête a juste permis d'établir que la prof du lycée de Cécile qui avait fait l'échec était une des patientes du mystérieux psychiatre. Un an plus tard, au printemps 2002, c'est un appel téléphonique passé à la mère de Cécile qui va faire rebondir l'enquête. C'est un prêtre qui appelle la maman de Cécile. Il dit voilà, je suis le curé de Saint-Jean et j'ai besoin de vous dire quelque chose. Il y a 5 ans, je suis passé sur le pont au-dessus de la rivière. J'ai vu votre fille. Je l'ai vue triste, pas bien sur ce pont. Et puis ça m'a interpellé. Mais le temps que j'aille faire demi-tour un peu plus loin sur la route et que je revienne dans l'autre sens pour prendre de ses nouvelles quelque part, quand je suis revenu, elle n'était plus là. Pourquoi appeler Marie 5 ans après? On se dit c'est pour faire du mal ou pourquoi il n'a pas parlé tout de suite? C'est vrai que cet appel téléphonique 5 ans plus tard est extrêmement surprenant. Et en même temps, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est lui qui aurait enlevé Cécile? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ça peut ressembler à un aveu. Pour les gendarmes, effectivement, l'attitude de ce prêtre est plus qu'étrange. Informée de l'appel, la juge d'instruction décide de le convoquer et de le confronter à la maman de Cécile. Mais très vite, la magistrate constate qu'il y a eu méprise. C'est une péripétie encore assez dingue de ce dossier, c'est qu'en réalité, quand il convoque le curé, c'est pas le bon qui convoque. La maman de Cécile a compris que c'était le curé de Saint-Jean. En fait, c'était l'ancien curé de Saint-Jean. Mais bon, le juge et les gendarmes, eux, ils font une confusion et ils convoquent le curé actuel qui n'est pas le même. Donc forcément, ce curé, quand il est convoqué pour parler de la disparition de Cécile Valin, il comprend rien parce que c'est pas lui qui a appelé la maman de Cécile, il comprend pas de quoi on lui parle. Donc voilà, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a une erreur sur la personne. Le curé ressort donc libre du bureau du juge. Mais chose extraordinaire, 10 jours après cette confrontation, il revient dans l'actualité pour une toute autre affaire. Il va être interpellé et mis en cause dans une vaste affaire de pédophilie. L'arrestation de l'abbé Dufour fait alors grand bruit. Alors, ce sont à chaque fois des jeunes gens ou des hommes. Donc, si on regarde clairement, Cécile n'a pas le profil des victimes de l'abbé Dufour. Pour avoir été partie civile contre l'abbé Dufour, je sais assez de son mode opératoire pour savoir que, a priori, un enlèvement et un passage à l'acte immédiat avec une disparition, ça ne correspond ni à son profil, ni au profil de ses victimes, ni à sa façon de passer à l'acte. L'abbé Dufour a de surcroît un alibi solide. Il n'était pas à Saint-Jean-de-Maurienne le jour de la disparition de Cécile. Son implication est donc écartée. En revanche, les gendarmes s'intéressent à l'ancien curé, celui qui a appelé la maman de Cécile pour dire qu'il avait vu l'adolescente sur un pont. Et ils découvrent un personnage vraiment troublant. On se rend compte que
Il a une camionnette, qu'il a un port d'armes, ce qui est quand même surprenant pour un curé. Le curé est alors entendu. Il répète ce qu'il a dit au téléphone à la mère de Cécile et explique avoir tardé à livrer son témoignage de peur de ne pas être pris au sérieux. Son attitude est étrange, mais aucun élément matériel ne permet de le relier à la disparition. Après 2 ans d'investigation, la piste des prêtres se referme. Les enquêteurs, persuadés que Cécile a fait une mauvaise rencontre, continuent de s'informer sur les affaires criminelles qui font l'actualité. C'est comme cela qu'ils s'intéressent en juin 2003 à l'arrestation d'un homme qui a tenté d'enlever une jeune fille marchant le long d'une route. L'affaire a eu lieu en Belgique et ce prédateur s'appelle Michel Fourniret. Au moment où Cécile Valin disparaît, Michel Fourniret, personne ne sait qui c'est, il n'a pas encore fait parler de lui. Il a déjà commis des actes très graves, mais il n'est pas médiatiquement très connu. Par contre, dès qu'il apparaît dans les radars, d'abord de la gendarmerie, puis dans les radars des médias, la piste de ce routard un peu du crime et du viol est quelque chose qui doit être vérifié dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Cécile. Michel Fourniret a été condamné en 1987 pour des agressions sexuelles sur des jeunes filles qu'il abordait le long de la route. Cécile, elle peut correspondre au profil que chasse Michel Fourniret. On sait aussi qu'il s'est déplacé partout en France. Au début, on l'a beaucoup vu dans les Ardennes, à la frontière belge. On sait aussi qu'il y a des disparitions en région parisienne, dans Lyon, y compris en Normandie, qui lui sont reprochées. Donc, pourquoi pas la savoir? Et en plus, les enquêteurs découvrent qu'il avait une nièce qui habitait pas très loin de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, ils vont essayer de voir si, au moment de la disparition de Cécile Valin en 1997, si Michel Fourniret, il côtoyait cette nièce, il était peut-être venu la voir. La nièce de Michel Fourniret va être entendue, mais elle déclare que son oncle n'est venu la voir qu'une seule fois, en 1981. La juge d'instruction estime cependant que la piste Fourniret doit être creusée. On sait que Fourniret est un prédateur absolu, qu'il avait cette obsession des jeunes filles et on sait de lui de façon certaine que pendant une période il a agressé et tué. Et puis il y a une période où il est officiellement, on va dire, en sommeil. C'est-à-dire c'est la période où pendant laquelle on ne sait pas ce qu'il peut avoir fait. Donc c'est la période où on peut penser qu'il est passé à l'acte, mais qu'on ne sait pas sur qui, ni où, ni comment. Et 1997, c'est cette période, justement. La juge demande alors que les éléments pileux retrouvés dans la camionnette de Michel Fourniret soient comparés avec l'ADN de Cécile. Quand Fourniret est arrêté, on saisit sa fameuse camionnette dans laquelle il a pris l'habitude de commettre ses enlèvements et de transporter ses victimes. Et donc cette camionnette, elle est complètement ratissée. Et les techniciens, ils prélèvent à peu près 600 éléments pileux, des poils, des cheveux. Alors, ils prélèvent tout ce qu'ils trouvent en fait sur les sièges, à l'arrière de la fourgonnette. Les résultats tombent. Aucun élément pileux retrouvé dans la camionnette ne match avec l'ADN de Cécile. Et de l'autre côté, c'est pas parce que rien ne match qu'il est mis hors de cause. Après, on sait que tous les éléments pileux qui sont dans la voiture de Fourniret n'ont pas fait l'objet d'expertises poussées parce que ça coûte beaucoup d'argent et qu'il y a un choix qui est fait de dire on en prend une partie, mais en faire 600 ou 700, c'est énormément d'investissements financiers. Et donc, en réalité, on se retrouve face à cette problématique où il pourrait avoir été là, il pourrait avoir participé à l'enlèvement, à la disparition de Cécile. Ce qui est dingue, c'est qu'on est tellement, entre guillemets, aux abois, quoi, on a besoin de savoir que du coup, on serait presque soulagé que ce soit ça, quoi. Alors que c'est juste un truc horrible. Hein. Est-ce qu'un jour, Fourniret va dire finalement Cécile Valin, c'est moi? J'attends rien de Fourniret. Je refuse absolument de lui faire plaisir en évoquant le fait que ce serait potentiellement lui et qu'il jouisse du fond de sa cellule de se dire qu'on va attendre qu'il dise quelque chose.
Et s'il est pour quelque chose dans la disparition de Cécile, j'espère que quelqu'un d'autre nous parlera de lui. Je ne serais pas ravi de découvrir que Cécile fait partie des victimes de Fourniret. Mais en tout cas, j'espère que quand je saurai enfin ce qui est devenu, j'espère que je serai prêt à tout entendre. En 2004, faute d'éléments matériels, la piste Michel Fourniret reste en suspens. Jonathan Oliver continue de se battre pour faire éclater la vérité sur la disparition de sa fille Cécile. Et c'est avec son avocate, maître Cathy Richard, qu'il s'applique à solliciter régulièrement les juges d'instruction et à médiatiser l'affaire pour éviter qu'un non-lieu ne soit prononcé. John ne lâchait rien, donc il était tout le temps fourré chez le juge d'instruction et à chaque fois que le juge d'instruction a voulu classer l'affaire, il a dit c'est pas le hold-up du supermarché de Brive-la-Gaillarde, hein, c'est une disparition d'enfants mineurs et il a rien lâché. Ben, on a un rendez-vous dans un an, peut-être avant. Donc voilà, déjà le dossier n'est pas fermé. Je remercie le juge qui était sensible à cette injustice potentielle de fermeture. 11 ans après la disparition de Cécile, la juge d'instruction prend alors une décision inédite. En 2008, la juge d'instruction, les enquêteurs, l'avocate du papa de Cécile se mettent d'accord pour effectuer une opération de fouille un petit peu particulière en fait au niveau de l'autoroute A43. La possibilité, c'était que Cécile soit enterrée dans les soubassements des fondations de l'autoroute. Une nouvelle épreuve pour la famille de Cécile et un terrible paradoxe. Quoi, on va sonder une autoroute pour voir si le corps de ma sœur, il n'est pas là sous l'autoroute dans les travaux là. Ça m'avait dévasté. Tu reçois une bombe, c'est juste horrible quoi. Et puis en même temps, on a presque l'espoir qu'ils vont la retrouver. Quand on était en route pour Saint-Jean-de-Maurienne, je me souviens que Jonathan était dans le train, très partagé. Et il me disait, mais ce qui est terrible, c'est que je voudrais savoir, et donc j'ai un espoir que cet acte d'instruction aboutisse. Et à la fois, je ne peux pas espérer qu'on trouve ma fille morte. Voilà, j'étais très content de faire ça, mais je redoutais qu'il retrouve aussi. Hein. Donc, c'était un moment très bien et difficile à vivre aussi. Pour effectuer ces fouilles, les gendarmes vont utiliser un tout nouvel appareil de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. En 2008, l'espoir s'appelait Géoradar. C'est un petit appareil, on a presque l'impression qu'il passe une tondeuse à main, quoi. Ça ressemble à ça. Un appareil qui va sonder sur plusieurs mètres le sol. Ce géoradar, il envoie en fait des signaux dans le sol et en fait il détecte des cavités souterraines. C'est-à-dire par exemple si vous enterrez quelqu'un, même si vous rebouchez après, il y aura toujours dans le sol une espèce de dépression que ce radar est capable de remarquer même des années après. Pendant 3 jours, l'autoroute est fermée, mais les recherches ne mènent à rien. On ne retrouve pas Cécile, on ne retrouve pas son corps. Négard, Cécile Valin a disparu en 1997, grâce notamment au combat de son père, Jonathan Oliver, et de celui de son avocate, Cathy Richard. Le dossier n'a jamais été clôturé. Est-ce qu'il existe une durée maximale pour les instructions des affaires criminelles non élucidées ? Non Arnaud, le code de procédure pénale ne mentionne aucun plafond chiffré pour limiter la durée de l'instruction, mais évoque un délai raisonnable dans lequel il faut mener les investigations. Alors c'est évidemment un concept assez flou qui s'évalue au cas par cas en fonction de la gravité des faits et de la complexité des investigations à mener. Et c'est la raison pour laquelle, dans les affaires de disparition sans mise en examen, comme c'est le cas pour le dossier Valin, les instructions peuvent parfois durer très longtemps.
Est-ce qu'il est donc possible, en multipliant les actes d'enquête régulièrement, d'empêcher la prescription du crime, c'est-à-dire le moment où l'action publique s'éteint, ou plus précisément le moment où on arrête de rechercher l'auteur des faits? Oui, on parle de la prescription de l'action publique lorsqu'à compter de la commission de l'infraction, on a laissé passer un certain délai sans agir. En quelque sorte, la loi tire les conséquences de cette inertie en interdisant, passer ce délai, la poursuite des investigations. Alors effectivement, pour éviter la prescription, qui depuis une loi de février 2017 est en matière criminelle de 20 ans, on multiplie les actes d'investigation puisqu'à chaque fois que l'une d'entre elles est réalisée, le délai de prescription repart à compter de 0. Alors maintenant, dans notre affaire, il y a une particularité qu'il faut souligner. L'instruction avait été ouverte pour enlèvement et séquestration, qui est une infraction dont on considère qu'elle se commet non pas en un trait de temps, comme par exemple le meurtre, mais qu'elle est continuellement en train de se commettre, en tout cas tant que la victime n'a pas été libérée. C'est donc dire que dans notre affaire, la prescription n'a même pas commencé à débuter, puisque le corps de Cécile Valin n'ayant pas été retrouvé, l'hypothèse d'une possible séquestration est toujours d'actualité. En 2008, soit 11 ans après les faits, la section de recherche de Chambéry est saisie du dossier. C'est un nouveau souffle dans l'enquête. Les gendarmes décident alors de suivre une toute nouvelle orientation, celle des proches de Cécile et plus précisément celle de ses amis. Statistiquement, les disparitions, les crimes sont à 80-90% le fait des proches. C'est des gens qui connaissent la victime. C'est statistiquement écrasant par rapport au reste. Donc on pourrait se demander pourquoi, dans le cas de la disparition de Cécile Valin, il y a une espèce de truc complètement inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé sur des pistes complètement extérieures et étrangères à Cécile, et qu'on a très peu creusé des pistes évidentes de proches, petits copains, nouveaux petits copains, copains tout court, famille, etc. Dès le début de l'enquête, les amis de Cécile ont bien sûr été entendus, comme de simples témoins. C'était pas évident, on avait 17 ans, on était tous sous le choc, les gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne, ils étaient pas très formés à des interrogatoires de ce type. C'est des auditions super plates, c'est-à-dire vous êtes qui par rapport à Cécile, parlez-nous un peu d'elle, qu'est-ce que vous avez fait samedi, qu'est-ce que vous avez fait dimanche, merci, au revoir. Il n'y a pas de... On ne cherche pas à les mettre en difficulté, on ne cherche pas à croiser des déclarations avec d'autres pour voir si l'un a menti et pas l'autre. Personne n'a été poussé dans leur retranchement. Et pourtant, on sait depuis le début de l'affaire que le dernier week-end de Cécile a été dense en émotions. On a quand même des faits. On a un week-end avec un triangle amoureux, une jeune fille perturbée par tout ça. Ça peut être quand même un début de piste. En 2009, soit 12 ans après la disparition de Cécile, la juge d'instruction demande aux spécialistes en analyse criminelle de la gendarmerie de relire tout le dossier. Et selon eux, il y a encore des choses à faire, des investigations à mener. Car pour ces experts, la piste d'un rendez-vous amoureux qui tourne au drame est une piste très sérieuse. Ça veut dire que là, on repart au jour J, on repart au temps zéro, là. Pour moi, le plus important, c'est la journée du 8 juin 97. C'est, OK, qu'est-ce qui s'est passé là, cet après-midi-là? Entre la fin d'après-midi et la soirée, qu'est-ce qui s'est passé là? Et ce sont les 3 garçons proches de Cécile, qui intéressent tout particulièrement les enquêteurs. Jérémy, le petit ami officiel, Kamel, l'ami fidèle, et Sébastien, le nouvel amoureux. Ils sont tous les 3 réentendus. À commencer par Sébastien, qui a partagé le dernier week-end de Cécile. Il me demande mon emploi du temps, que je détaille à la minute près, autant que je puisse le faire. Je réponds à chaque question, 1 fois, 2 fois, 3 fois, même quand elles reviennent 10 fois. Sébastien est le dernier à avoir vu Cécile. Les enquêteurs veulent savoir ce qu'il a fait après l'avoir quittée. Je vais faire un footing parce que je fais un footing assez régulièrement à cette période. Il y a quelqu'un qui corrobore ce qu'il dit au niveau des heures. Donc il n'y a pas de trou béant dans l'emploi du temps de Sébastien, il n'y a pas de bizarrerie dans son emploi du temps. Les enquêteurs s'intéressent également à Jérémy, le petit ami officiel. On peut imaginer un scénario dans lequel elle donne rendez-vous à Jérémy pour lui dire « bah voilà, je t'ai trompé, je suis sorti avec Sébastien ».
et en analysant les différents témoignages qui situent Cécile à différents endroits le dimanche en fin d'après-midi. Cette hypothèse pourrait être crédible. En effet, Cécile a été aperçue à Pontamafrè, près de la Via Ferrata, l'endroit qu'elle fréquentait régulièrement avec son petit ami. Elle peut aller voir Jérémy à la Via Ferrata pour lui parler. Il a pété les plombs, il l'a super mal pris, et puis, je sais pas, il y a eu un mauvais geste, elle tombe, il y a un accident, machin, c'est la panique, voilà. Mais Monique Berger, qui loge Jérémy, est certaine que ce jour-là, l'adolescent n'est pas sorti. Elle se souvient bien qu'il est resté travailler dans sa chambre. Moi, j'ai été interrogée. En plus, c'était tellement simple. Parce que moi, Jérémy, il est resté tout le week-end à la maison, donc voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que Jérémy soit impliqué dans cette disparition. Dans l'entourage proche de Cécile Valin, il y a un troisième garçon, Kamel. Les enquêteurs savent qu'il devait, le jour de la disparition, passer chez elle, reprendre les disques qu'il lui avait prêtés. Les gendarmes ont aussi compris que Kamel était le confident de la lycéenne. Alors est-il possible que Cécile ait décidé de le rejoindre le dimanche en fin d'après-midi pour lui faire part de ses états d'âme amoureux? Il y a cette histoire de CD, est-ce qu'il est passé les prendre ou pas? Est-ce que quand elle part de chez elle à 17h30, c'est pour aller lui rendre ses CD, peut-être pour aller lui parler, puisque comme on sait qu'il a cette position un peu privilégiée de confident et qu'on sait que ce jour-là, elle a besoin de parler à quelqu'un, bah, les enquêteurs se disent peut-être que finalement, il y a eu un rendez-vous fixé avec Kamel, etc. Et c'est ça qu'ils cherchent un petit peu à savoir. Alors, où était Kamel au moment de la disparition de Cécile? Moi, ce dimanche-là, déclinant la proposition d'aller passer récupérer mes CD, je suis finalement resté tranquillement à la maison. Je reste un peu oisif à profiter d'un dimanche de repos. Les enquêteurs veulent savoir la nature exacte de la relation entre Kamel et Cécile. Kamel, Cécile, elle dit que c'est son grand frère. Quand je me souviens que Cécile me parlait de Kamel, oui, c'est une relation d'amitié très forte, enfin du côté de Cécile. Alors bien sûr, hein, il était comme un grand nombre de jeunes garçons du lycée amoureux de Cécile, parce que Cécile ne laissait pas les garçons indifférents. Et dans l'environnement de Cécile, Kamel a une place bien particulière. Il n'a pas le même âge, un peu plus âgé, il ne fréquente pas, il vient pas des mêmes milieux. Ça peut être des éléments suffisants pour que ce soit suspect. Mais c'est surtout son comportement après la disparition de Cécile qui interpelle les enquêteurs. Kamel est l'un des premiers à se battre, à mettre tout en branle pour essayer de retrouver Cécile. Il devient président de l'association. Et en même temps, les enquêteurs le soupçonnent. Donc on se dit, est-ce qu'il n'a pas fait ça pour se protéger? Il a peut-être quelque chose à se reprocher. Il s'intéresse beaucoup à ce que font les gendarmes. Et les gendarmes, par expérience, parce qu'ils ont connu d'autres affaires dans le passé sur d'autres sujets, ils savent aussi que parfois, les personnes qui s'intéressent beaucoup à une enquête, c'est pas seulement pour savoir si elle avance bien, c'est aussi pour savoir comment elle avance et si potentiellement ça peut nous mettre en difficulté à un moment donné. Donc ils ont cette petite intuition qu'une personne qui s'investit autant peut avoir une idée derrière la tête. Les gendarmes vont surveiller les déplacements de Kamel et écouter ses conversations téléphoniques pendant plusieurs semaines. L'objectif et la préoccupation dominante, c'est de retrouver Cécile. Donc on est prêt à accepter absolument toutes les questions et toutes les explications pour arriver à atteindre cet objectif-là. Si c'est le chemin le plus court pour retrouver Cécile, alors allons-y. Toutes ces dernières vérifications sur Kamel ne mènent à rien. Le jeune homme est totalement mis hors de cause. Les enquêteurs ferment définitivement la piste des proches. Moi, ça me donne l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été poussées, qu'il y a des gens qui n'ont pas été assez poussés dans leur retranchement et qu'il y avait peut-être plus à dire, à lâcher. Parce qu'une fois qu'on est terré dans le silence, alors là, pour aller le ressortir, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Jean-Marc, est-ce que vous vous étonnez, comme le journaliste Damien Delseny, que les gendarmes n'aient pas, dès le début de leur enquête, creusé la piste des proches pour expliquer la disparition de Cécile Valin? Je crois que dans un premier temps, les gendarmes ont privilégié l'hypothèse d'un départ volontaire, d'une fugue. Alors ils n'ont interrogé les proches que superficiellement pour savoir qui est Cécile Valin. Est-ce qu'elle est partie seule, accompagnée, ou est-ce qu'elle a pu se rendre? Mais ce qui est plus curieux, c'est qu'à partir du moment où une information judiciaire a été ouverte du chef d'enlèvement et de séquestration, c'est-à-dire de nature criminelle, les gendarmes ne se soient pas à nouveau intéressés aux proches, non plus comme de simples témoins, mais comme d'éventuels suspects, en leur demandant où ils étaient ce jour-là, ce qu'ils faisaient, avec qui étaient-ils, qu'ont-ils entendu, ce qui n'empêchait pas en parallèle de s'intéresser à l'éventuelle piste d'une mauvaise rencontre. Je précise, Jean-Marc, que dans cette affaire, qui remonte à 1997, il n'y a eu aucune garde à vue, ce qui peut paraître assez curieux. Ouais, c'est effectivement très très curieux que dans une affaire aussi longue et aussi grave, aucune garde à vue n'ait été prononcée. Arnaud, je ne suis pas un fou furieux de la garde à vue, mais si cette mesure existe, est écrite dans le Code de procédure pénale, c'est parce qu'elle a une utilité. Et cette utilité a maintes et maintes fois été démontrée. Si j'avais été le chef de cette enquête, à défaut d'avoir une piste évidente, je crois que j'aurais, comme on dit, ratissé large. Je serais allé chercher tous les protagonistes de cette affaire, et notamment ceux qui étaient à cette soirée, ceux qui n'y étaient pas aussi et qui auraient aimé y être, pour les placer en garde à vue et procéder à leur audition sur le fond, savoir ce qui s'est passé précisément durant cette soirée. Est-ce que des jalousies se sont manifestées? Est-ce que des frustrations se sont manifestées? Bref, j'aurais essayé d'aller au fond des choses. J'aurais essayé de ne pas rester dans le superficiel et dans le factuel. On a vu que Kamel, l'ami et le confident de Cécile, avait été placé sur écoute 10 ans après les faits. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir une quelconque utilité d'utiliser cette mesure si longtemps après le début de l'affaire? A priori, non, sauf s'il se passe un élément nouveau. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. Les gendarmes de Chambéry reprennent cette affaire, refont de nouvelles investigations, de nouvelles auditions, et c'est la raison pour laquelle ils placent Kamel sur écoute, pour savoir s'il s'intéresse aux questions qui sont posées, aux réponses qui sont fournies. Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est serein? Ils veulent simplement voir quel est son comportement à ce moment-là. Ce qui a conduit les gendarmes à s'intéresser plus particulièrement à Kamel, c'est qu'au début de l'enquête, il s'est beaucoup investi dans les recherches. Oui, on a vu certaines affaires ou des personnes qui ont été des moteurs dans les recherches. Je pense bien sûr à Patrick Henry, à plus récemment Jonathan Daval, se sont avérés finalement être les auteurs de la disparition, de l'enlèvement ou du meurtre. Mais bien heureusement, c'est absolument exceptionnel. Dans la très très grande majorité des cas, les gens qui s'investissent dans les recherches, qui placardent des affiches, qui participent aux battues, le font par sympathie, le font pour soutenir les familles qui en ont bien besoin. Le 19 décembre 2019, soit 22 ans après la disparition de Cécile, l'enquête connaît un véritable rebondissement. La juge d'instruction décide de saisir l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Cette unité de la police judiciaire, spécialisée dans les affaires non élucidées, relie tout le dossier et traque dans les centaines de procès-verbaux le petit détail qui aurait pu échapper aux premiers enquêteurs. La reprise en main du dossier par des professionnels qui ont des moyens, qui ont des outils, ça c'est formidable. L'ADN de l'OCRVP, c'est de reprendre à zéro l'affaire, du début jusqu'à la fin, et de voir tout ce qui peut être fait, tout ce qui n'a pas été fait, ou qui à l'époque ne présentait pas d'intérêt, qui ensuite maintenant présente un intérêt. Et donc c'est important effectivement d'avoir des enquêteurs qui aient ce regard extérieur et ce regard neuf. Aujourd'hui, 7 enquêteurs travaillent à temps plein sur l'affaire Cécile Valin. Ils savent que l'élucidation est possible, notamment grâce à leur logiciel Salvac, un système d'analyse des liens de la violence associés au crime. Ça permet de faire des recoupements potentiels qui n'auraient pas été faits de mémoire humaine, voilà, sur des gens pouvant effectivement s'attaquer dans la région ou en France à ce type de jeu de femmes. Le 25 mai 2020, Éric Béraud a décidé de lancer un nouvel appel à témoins. Des gens qui auraient eu peur de parler, qui n'auraient pas souhaité parler à l'époque et qui se disent tiens, peut-être ce que j'ai vu, ça ne me semblait pas important et si c'est peut-être important, donc
Je vais en parler à la police. L'appel à témoins nous a permis d'avoir 2-3 témoignages qui peuvent être intéressants. Éric Béraud sait qu'il y a encore de nombreuses investigations à mener. On peut sortir un dossier 30 ans après. Les fonctionnaires qui gèrent ce dossier, ils sont comme s'ils connaissaient Cécile Valin, quoi. Et ils ont appris à la connaître, quoi. Donc c'est presque une intime pour eux, donc ça devient presque une affaire personnelle pour résoudre ce dossier. Je pense qu'ils ont à cœur de sortir le dossier. Jean-Marc, nous sommes dans les locaux de l'OCRVP, dont les enquêteurs travaillent actuellement sur le dossier Cécile Valin. Dans cette affaire, il y a encore de nombreuses portes qui n'ont pas été refermées. Parmi les pistes envisagées, il y en a une sérieuse, c'est celle du tueur en série Michel Fourniret. Oui, on sait que Cécile Valin a disparu en 1997, soit au milieu d'une période de 10 ans, pendant laquelle il n'a pas été possible d'imputer quelque crime que ce soit à Michel Fourniret. On appelle cette période, qui va de 1990 à 2000, la période blanche de ce tueur en série. Or, pour tous ceux qui ont eu à connaître Michel Fourniret dans un cadre judiciaire, pour une raison ou pour une autre, il est absolument inconcevable, incroyable, inimaginable que ce tueur en série n'ait commis aucun acte criminel durant ces 10 années. Précisément, quels sont les éléments qui pourraient faire penser à l'implication de Michel Fourniret dans la disparition de Cécile Valin? À mon sens, il y en a 3. La dernière fois que Cécile Valin a été vue, elle était en train de marcher le long d'une route et peut-être même faisait-elle du stop. Or, on sait que Michel Fourniret choisit ses victimes au bord des routes et les fait monter dans sa voiture sous des prétextes diaboliquement fallacieux. On sait également que ces proies sont des femmes, et plutôt des jeunes femmes. Cécile Valin est une jeune femme. On sait enfin qu'il sévit plutôt dans des régions où il a une attache familiale. Or, Michel Fourniret avait une nièce en Savoie. Il y a quelques mois, Michel Fourniret a été mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, commis en 2003 à Guermantes, en région parisienne. L'un des éléments à charge retenus contre le tueur en série est un ADN partiel compatible avec celui d'Estelle, retrouvé sur un matelas utilisé par Michel Fourniret. Sur ce matelas, les analyses ont mis en évidence une dizaine d'autres traces ADN, cette fois-ci inconnues, et on a appris récemment que ces traces allaient être comparées avec d'autres dossiers de meurtre et de disparition non élucidés, dont celui de Cécile Valin. Si une des traces ADN découvertes sur cet épouvantable matelas correspondait tout ou partie à l'ADN de Cécile Valin, il est évident que cette affaire serait en passe d'être résolue. Mais si les conclusions de la police technique et scientifique n'aboutissaient pas, ce n'est pas pour autant qu'il faudrait baisser les bras. Je suis complètement d'accord avec Éric Béraud, le patron de l'OCRVP, qui dit qu'aujourd'hui, même très longtemps après la commission des faits, on peut résoudre des affaires grâce notamment au progrès de la police technique et scientifique. Et pour l'avoir vécu moi-même pendant 40 ans à Arnaud, je sais que pour résoudre une affaire, il faut un peu de chance et beaucoup de persévérance. J'ai pas espoir qu'on connaisse un jour la vérité, j'ai la rage qu'on connaisse un jour la vérité. Vraiment, quelle que soit la manière dont elle est morte, ou qu'elle soit vivante, on a besoin juste de savoir. Il y a quelqu'un qui sait, et peut-être que cette personne-là, avec le temps qui passe, finira par nous dire la vérité. Peut-être. On m'a enlevé la présence de ma fille pendant plus de 20 ans. Et ça, quelle que soit l'issue des recherches, ce serait toujours une énorme injustice. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans toutes nos vies. Il y a un endroit de notre vie où ça s'est arrêté. Là, j'ai quand même été jusqu'à prendre le poids de 2 personnes. Encore pour l'instant. Alors, je fais le chemin de lâcher, de m'en libérer, mais... ça nous fait faire à chacun un chemin. Et chacun le fait de manière très différente. Mais ça a un impact hyper fort sur toutes nos vies. Cécile, c'est une absence, oui. C'est une absence. Il y a un manque. Et elle a sa place. On ne peut pas la remplacer. Hein. Ben, Cécile, tu nous manques. Voilà.
je parle avec Cécile tous les jours, donc avec des mots d'amour. Voilà, les mots d'une infinité d'amour pour Cécile. C'est la voix du marcheur, en fait, Jonathan. C'est un peu un pèlerin. Il cherche, il essaye tout ce qui est possible, calmement, mais sûrement. Il avance toujours. Depuis 23 ans. Il a passé plus de temps à chercher sa fille qu'à vivre avec elle. 20 ans après la disparition de Cécile, Jonathan Oliver a publié un livre bouleversant pour lutter contre l'oubli, exprimer sa souffrance et parler à sa fille. Depuis que tu as disparu, il y a si longtemps maintenant, je n'arrête pas de te chercher, écrit-il. Depuis 1997, la famille de Cécile attend des réponses. Le souvenir de cette très jolie jeune fille est encore très présent dans l'esprit de tous ceux qui l'ont côtoyée. Il serait inacceptable que la justice clôture cette affaire sans avoir élucidé le mystère de sa disparition.